Eh bien, bonjour à tous, c'est Folcalier 89.4, le magazine des musiques traditionnelles comme tous les dimanches de 12h à 14h. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons quand même toujours le Bluegrass qui est revenu. Mais avant de dire bonjour à un monsieur, on dit bonjour aux dames. Bonjour Jean-Louis quand même. Allez, on va pas. Allez, salut Jean-Louis. Tu vas bien? Non mais oui, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Ah voilà. Geneviève à droite, enfin à ma droite, comme on veut. Et puis Florence qui revient nous faire coucou. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Florence qui fera téléphone, les infos, enfin voilà, elle est venue nous refaire un coucou, et puis c'est fort sympathique quoi. Et puis Serge, micro et technique aujourd'hui, en attendant notre copain Stéphane qui viendra dans le courant de l'émission prendre le relais. Mais aujourd'hui c'est cool comme on dit, surtout avec Jean-Louis qui a bien préparé son texte, et puis surtout de la matière préenregistrée, donc c'est vachement cool pour la technique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai les mains dans les boutons, j'ai pas les mains pleines de boutons, mais non. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches, presque. Jean-Louis, alors avant de te laisser parler beaucoup, je voudrais faire comme d'habitude un peu le coup de cœur de l'émission, pour lancer l'émission. Et on va parler on va surtout écouter, on aura l'occasion d'en reparler je pense après. C'est un groupe breton qui s'appelle Skolvan et qui était hier soir à Ivry-Courcouronnes, enfin Ivry, parce qu'il y avait la présentation du 27e festival de Rissorangis Courcouronnes, et ce groupe vient de sortir un double CD en live, c'est-à-dire en concert, ce qui est quand même assez important et incroyable et surtout intéressant. C'est un concert qu'ils ont enregistré en Italie, donc 2 CD Skolvan Live in Italia. C'est le coup de cœur de la semaine. Donc si vous êtes adepte de groupe et de la secte Skolvan, eh bien n'hésitez pas à vous procurer ce disque. Non, c'est vrai que là il y a un best-of, c'est surtout avec la nouvelle formule, ça faisait un petit moment que Skolvan n'avait pas sorti de disque, et là ils font très fort. C'est un best-of mais en public avec la version intégrale des suites de Gavotte, suite Pline, Andro, et puis des très très belles mélodies et cette valse qu'ils avaient déjà enregistré dans un précédent disque qui date de 7-8 ans déjà, peut-être plus. Ça s'appelle Trip to Sky. Sans doute l'île de Skye, ils ont dû aller faire un petit voyage là-bas. Ils nous ont concocté cette valse en rentrant de voyage, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui en coup de cœur. Donc le double CD de Skolvan qui vient de sortir s'appelle Live in Italia, Trip to Sky, et après on retrouvera Jean-Louis et la programmation. On va parler beaucoup de guitare 6 cordes, etc. 89.4, le téléphone 01 43 71 89 40. Je n'ai pas précisé le numéro de l'émission, nous en sommes à la 998. Encore 2, et puis on sabre le champagne, on fait péter tous les plombs et tout ça, ça sera la 1000e. Allez, Trip to Sky. Alors, mais pour l'instant, on revient vers Jean-Louis et on va donc parler à nouveau de Bluegrass. Ce sont les habitués maintenant depuis près d'un an. Ils viennent environ, je dis bien une fois par trimestre. Et aujourd'hui, Jean-Louis, il est tout seul. Alors, pas tout seul quand même, parce qu'on est là. Et puis il y a des auditeurs qui t'écoutent, Jean-Louis. Alors, je dirais même que je suis en minorité, je suis entouré d'un environnement féminin. Maintenant, on est deux mecs, de nanas. Oui, mais comme tu es un peu loin, je me sens un peu seul. Mais tu veux que je vienne à côté de toi, alors, c'est ça? Non, c'est pas grave. Bon. Eh bien, chers amis du Bluegrass, bonjour. Ouais, alors Jean-Louis. Dans les bonnes émissions. Bon, évidemment, j'attends quelques invités. Je sais que certains se sont décommandés. Je salue par la même Pierre et Jean Barbie qui devaient venir et qui, je pense, s'excusent, mais qui viendront, je crois, à la prochaine émission, si je ne m'abuse, au mois d'avril, pour faire des démonstrations live. Ah, ça c'est bien. Les deux sont des flat pickers bien connus, ouais. Et nous espérons beaucoup qu'ils viendront nous aider en direct. Bah oui, ça aide quand même, ça illustre sonore et non pas visuel, mais ça illustre. Voilà. En attendant, vous allez vous contenter de ma présence. Et bon, je vous rappelle que la première émission qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois concernait les grands pionniers, que ce soit Sam McGee, Eddie Lang, Dee Justice et surtout la Carter Family. Et aujourd'hui, on va continuer jusque dans les années 50-60. Je rappelle que c'était des émissions un peu historiques, mais j'espère non rébarbatives, dans le style que respectait notre ami Olivier autrefois. Et on essaye de faire le tour le plus complet possible de cet instrument qui est la guitare dans le bluegrass, la guitare flat picking dont je jouais avec un Mediator. Cette fois, j'ai envie d'aller un peu plus vite parce que j'ai quand même 48 musiciens en tout et me contenter d'extraits, c'est-à-dire quand on aura entendu le solo de guitare, on coupera ou on atténuera le son pour pouvoir passer au suivant, sinon il nous faudrait 3 ou 4 émissions de plus. Et au fond, ce qui nous intéresse, on va se centrer sur le style de guitare des artistes en question.
D'accord. Bien d'accord. Bah, tu as préparé. Moi, je veux bien écouter comme tout le monde. Hein. Ouais, d'accord. Eh bien, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs qui ont des remarques, comme c'était le cas la dernière fois, à ne pas hésiter à nous appeler, nous téléphoner, nous contacter. Et c'est toujours très agréable. Je pense qu'aujourd'hui, on va surtout s'intéresser donc à ce que j'appelle les intermédiaires. Après les pionniers, il y a les intermédiaires. J'ai eu peur que tu allais dire les intermittents. Bah, oui. Ils sont intermittents. La plupart ont un autre boulot. Il faut dire, c'est très difficile de vivre de sa guitare aux États-Unis et il ne faut pas se cacher que certains, d'ailleurs, actuellement, ne sont pas dans une situation très brillante. Je pense à Bill Keith et d'autres qui, après ce que j'ai compris, était pas loin de la mendicité. Ah, carrément. Eh ben, c'est bien grave tout ça encore. Évidemment. Alors voilà, donc non mais à l'époque, ils n'hésitaient pas à faire un autre métier, à être ouvriers dans les mines, etc. Et puis ils jouaient quand ils avaient le temps. Et puis après, certains ont viré professionnels. Mais c'est effectivement le même. Le parallèle peut être soutenu. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques géants. Je pense en particulier, on va commencer par Gene Autry, ensuite les frères Delmore, Hank Garland, qui est moins connu, Merle Travis, Chet Atkins, là je fais pas de dessin, Arthur Smith, oui, qui est aussi assez connu, Jimmy Rogers, George Shuffler, Lester Flatt, etc. Et on verra jusqu'où on peut aller. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus spécialisés que du bluegrass, comme je pense à Jimmy Rogers, c'est plutôt country quand même qu'il... Oui, effectivement, mais il a introduit dans le bluegrass quelques leaks, comme on dit, quelques styles qui sont le Jimmy Rogers style, qu'a repris Doc Watson, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il a été complètement imité. Ne fût-ce que s'il avait introduit 3 accords dans un style très particulier, comme la famille Carter, moi ça me suffit pour l'intégrer dans mon Hall of Fame. Non mais on t'en parlera tout à l'heure, absolument. Alors on commence par quoi, Jean-Louis? Alors on commence directement par Gene Autry. Alors Gene Autry, tu pourrais me dire aussi la même chose, c'est pas un guitariste, c'est un chanteur. Eh bien, c'est le cowboy chantant, c'est celui qu'on appelait le cowboy chantant. Il est né en 1907 et il a popularisé quand même la guitare à l'époque. C'est lui qui a popularisé la guitare dans le country, dans le country et donc dans le bluegrass. Il a en particulier une chose qu'on ne connaît pas en France, il a vendu, c'était le premier qui avait fabriqué un petit modèle de guitare à son effigie et une méthode de guitare à l'époque, un petit livret. Et c'était le Gene Autry. Et il a une influence énorme sur la mentalité américaine. C'est un homme qui a surtout joué dans ce qu'on appelle les medicine shows, c'est-à-dire les orchestres ambulances sur les bateaux à vapeur là, qui remontaient le Mississippi. Et disons que son style s'est dessiné après une rencontre avec Jimmy Rogers, donc on va l'écouter dans pas vraiment un classique, enfin pour montrer un petit peu ce qu'il faisait, parce qu'il n'a pas laissé beaucoup de traces guitaristiques, mais plutôt des traces On arrive à les trouver quand même, il y a eu des rééditions Oui, ça s'est très bien réédité en ce moment, surtout par la maison Elderly qui reprend tout en CD depuis les 78 tours, tout ça. Et enfin là, on était déjà à l'époque du vinyle. Hein. Donc, Do Right Daddy Blues. True loving daddy, say will I do? I'm a do-right daddy, I don't deny my name. The holy. You can feel on my legs and you can feel on my thigh, but if you feel on my legs, you got to ride me high. I'm a do-right daddy, I can't be treated this way. The holy. I don't care where I go. The holy. I went to
to Boston, come back down Main. I met a policeman, he said, Voilà, ça fait presque penser à du blues. Alors exactement, ça a été une forme de blues blanc. C'est typique, là vous entendez le fameux yodel, le cowboy yodel que Jimmy Rogers ensuite a popularisé. Mais Gene Autry était un des leaders aussi de ce nouveau style, effectivement. Et puis tiens, du coup, je vais faire un gros clin d'œil à un autre copain Thierry, pas Thierry, celui qui alterne un dimanche sur deux, mais Thierry Poré qui anime Blues en Liberté toutes les semaines sur Radio Libertaire. Thierry, eh bien, un clin d'œil aujourd'hui pour toi. Effectivement, d'ailleurs, les routes du blues et du bluegrass se croisent et se rencontrent à plusieurs étapes à la fois musicales. C'est inévitable, hein, de toute façon. C'est les mêmes régions, enfin c'est assez proche, mais même au niveau du style, ils se sont empruntés mutuellement. Surtout le bluegrass d'ailleurs qui a emprunté aux autres. Alors on passe au suivant. Ouais. Alton Delmore. Donc en fait, Alton c'est celui qui tient la guitare. C'était les Delmore Brothers, les fameux frères Delmore qui ont donc Alton c'est 1908-1964, ça nous rajeunit pas. C'est un duo, ce qu'on appelle un duo montagnard, qui fait beaucoup de yodel et de gospel, et qui ont deux guitares. En fait, ils ont deux guitares, mais la guitare dite normale, c'est Alton, et l'autre guitare, j'ai oublié le prénom du deuxième. Je te poserai pas la question, alors. C'est une guitare, je le sentais venir, c'est une guitare à 4 cordes, qu'on appelle une guitare ténor. Ouais. C'est très curieux, mais c'est intermédiaire entre la mandoline et la guitare. Alors bon, c'est des gens qui sont connus pour leur swing et leur feeling et qui étaient spécialistes d'un style qui à l'époque s'appelait le country boogie, qui a préfiguré le rockabilly. Ah, carrément. Pour vous dire que quand même... Hein. Alors on va écouter This Train, je crois. Hein. Je Duo suppose. montagnard typique. Ok. 43 71 89 40. This train, I'm bound for glory. This train, this train, this train, I'm bound for glory. This train, I'm bound for glory. Don't care none but the righteous and holy. This train, I'm bound for glory. This train. Don't care no gamblers, this train, this train, this train don't care no gamblers, this train don't care no gamblers, liars, thieves, no midnight ramblers, this train don't care no gamblers, this train, I'm bound for glory, this train, this train, this train, I'm bound for glory, this train, I'm bound for glory, don't care none but the righteous and holy, this train, I'm bound for glory, this train. Don't care no clinkers, this train, this train, this train don't care no clinkers, this train don't care no clinkers, evil thinkers are moonshine drinkers, this train don't care no clinkers, this train, I'm bound for glory, this train, this train, I'm bound for glory, this train, I'm bound for glory. Don't care none righteous and holy. This train, I'm bound for glory. This train. Eh oui, de la guitare. Ah oui, alors les Delmore Brothers, c'est tout un poème. Je suis désolé de devoir les couper en plein cœur de leurs morceaux, mais on n'a pas vraiment le temps d'approfondir. Peut-être cet été, tu auras le temps de revenir et là on écoutera, tout à fait. Je pense. J'en serais très heureux. Alors il faut peut-être signaler un coup de fil. Voilà, un auditeur qui nous disait que de bien insister sur le fait que le blues est au noir, ce que le bluegrass est au blanc. Ok, au petit blanc. C'est pas un certain monsieur Wilfried von Mauerstein. Voilà. Ah oui, nous connaissons cet auditeur. Bon, d'accord. Nous le saluons à nouveau. Nous regrettons d'ailleurs qu'il ne puisse participer à nos émissions. Ouais, c'est vrai, c'est facile de téléphoner de chez soi et de faire des remarques, alors qu'il devait être là. C'est règlement de compte à OK. Non. Voilà, il pourrait au moins avoir le courage de venir avec nous. Bon, enfin, allez, on va pas pleurer. Non. On va passer à Hank Garland, si vous êtes bien d'accord.
Vous connaissez C'est un bien. pays, c'est non, c'est. Peu de monde connaît Hank Garland, qui est né en 1930. Là, déjà, il est plus contemporain. Innovateur, grand technicien, qui a une très grande influence. D'ailleurs, il est connu autant pour la guitare acoustique que pour la guitare électrique. D'ailleurs, je crois que vers la fin de sa vie, il a surtout fait du rockabilly, lui. Il est devenu musicien de studio, peu à peu, en partant à partir du western swing. Bon, western swing, là aussi, je peux pas... Vous voyez que tous ces styles, blues, on vient de parler de western swing, gospel, je peux pas non plus détailler sur chacun, mais enfin, c'est le swing, c'est l'équivalent du swing jazz qu'on a connu de Django, là, c'est à peu près l'époque, mais aux États-Unis. Ils ont fait leur style à eux, qui était tout à fait copié de celui-là, du Hot Club de France, quoi, si on veut. Voilà, alors il a été surtout l'auteur d'un morceau légendaire qui s'appelle Sugarfoot Rag, et on l'a d'ailleurs surnommé Hank Sugarfoot Garland. Voilà, il est mort, je crois qu'il a été... Ah oui, il a arrêté de jouer à partir de 61 suite à un accident de la route, il a été handicapé à vie. Et on va quand même l'écouter, non? Sugarfoot Rag. Du coup, celui-là, on l'a laissé en entier. Hein. Oui, Ouais. voilà, c'est un hommage à ce monsieur qui n'est pas encore mort, je crois, mais qui était donc handicapé et qui a écrit ce morceau. Je crois qu'on a encore des questions ou des réponses, peut-être. Voilà, c'est l'ami Fred maintenant. C'est tout. T'es surveillé, Jean-Louis, fais gaffe. Hein. Tu sais qu'il y a les renseignements généraux qui t'écoutent et qui vont noter Alors, tout ce que tu je vais dis. travailler sous un pseudonyme. Hein. Voilà, je crois qu'il vaudrait mieux. Jean-Louis, ouais. Ça peut rater pour aujourd'hui. Bah, on n'a pas dit son nom de famille. Non. Il y a plusieurs Jean-Louis qui s'appellent Oui, Martin absolument. Lafoire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, salut Fred, merci de nous avoir appelés. Donc alors il nous a aidé quand même par téléphone interposé. Le frangin donc d'Elmore là, il y avait Alton et Ramon. non Rabon. Je voulais te poser une question. À partir de quand la guitare électrique a commencé? Ah, voilà une question intéressante. Effectivement, à partir de quand? Le jour précis, l'heure précise, sont pas très connus. Mais on peut dire très approximativement qu'avec le swing qui est apparu, moi je vois dans le jazz Charlie Christian vers 1929-32, qui avait commencé aussi.
Bon, il y a peut-être eu des gens qui sont arrivés avant, mais disons, c'est dans ces années-là, 30, 32, 33 peut-être. Mais c'était des guitares assez sommaires, hein, c'était pas... Les guitares sophistiquées d'aujourd'hui. Non, évidemment. Mais enfin bon, il y en a certaines qui ont un tel beau son qu'on cherche maintenant à les reproduire 50 ans après. Donc c'est quand même... Puis justement, on va passer vers un spécialiste maintenant d'un style, de plusieurs styles de guitare acoustique et électrique. Un géant de la guitare qui s'appelle Merle Travis. Là, je fais pas de dessin pour les connaisseurs. Donc né en 1917, mort en 83, qui était dessinateur de bande dessinée comme métier. Ça, j'ai découvert ça. Ah ouais, carrément, bah tu vois. Qui jouait pas très bien de la guitare, c'est un peu comme Wes Montgomery, hein, qui a finalement appris à jouer avec 2 doigts. Il a joué avec 2 doigts d'une main, pas de flat picking. Enfin, il a fait beaucoup de flat picking aussi, mais là, il jouait avec 2 doigts et ça donnait son style qu'on appelle le Travis picking, que Daddy a imité beaucoup d'autres. Enfin, c'était devenu son chant du cygne. Oh là, j'ai pris un morceau très simple. Je crois que c'est Travis Guitar Rag, qui ressemble beaucoup à style Guitar Rag, donc il plaira beaucoup aux joueurs de dobro, parce que c'est un peu dans le même style. Donc Monsieur Wilfried devrait être content. Est-ce qu'il a toujours joué, enfin il a souvent joué en solo, ou Merle Travis, il a été accompagné par... il a eu tout. Il a fait un peu tout. Là, ça doit être accompagné, si je me rappelle bien, mais... Eh bien, on écoute. Les petites notes de Résonance Saïs à la fin. Ouais. Ce qui m'étonne, de mon côté, c'est le petit son d'accordéon qu'on entend là. Ben oui, il y a un accordéon. Pourquoi le taire? À l'époque, c'était pas un instrument si méprisé que ça. Ouais, je crois absolument. Accordéon de jazz en plus. Donc Joe Priva devait être content. Il était peut-être pas encore né ou juste, mais c'était le style. Je crois même qu'en bluegrass, les premiers groupes avaient des accordéons ou un accordéon au moins. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça existait. On continue? Ouais. Alors là, c'était un géant. Je me suis permis de ne pas l'interrompre, Merle Travis. J'ai peut-être pas pris aussi. Il y a tellement de morceaux. Il a composé tellement de choses et
que beaucoup, enfin ceux qui ont écouté Daddy, ceux qui ont écouté Doc Watson connaissent. Hein, je vais pas, on pourrait faire des tas d'émissions sur lui-même. Donc, je vais continuer. Là aussi, c'est une gageure que je m'étais donné de faire, c'est de donner un morceau par musicien. Donc, il fallait choisir. Oui, c'est un aperçu. On rappelle que c'est un petit peu pour donner quelques ficelles, quelques idées, un peu dans ce style et voilà quoi. Et l'influence de chacun. Enfin, chaque nouveau musicien que je fais passer a apporté quelque chose de décisif, que ce soit la Carter Family qui a apporté son Carter Style, les Delmore Brothers, que ce soit Chet Atkins avec son Chet Atkins Style que vous avez entendu. Ce qu'il faudrait peut-être au fur et à mesure, après Jean-Louis, une fois qu'on a écouté, tu nous auras fait le panorama et la présentation de tous ces musiciens, expliquer ce qu'ils ont amené vraiment et les différences de style, mais expliquer peut-être un peu plus en détail technique avec les deux copains qui viendront la prochaine fois. Pas de problème. Là, c'est plutôt une présentation musicale et après on rentrera plus, après on rentrera plus dans la technique. Décidément, ce Serge, plus on lui en donne, plus il en veut. Ça, c'est comme ça. Ne ferait-on pas pour te satisfaire, cher ami? Merci. Et les auditeurs aussi, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure que l'auditeur Wilfried, en question, nous a dit que c'était une très belle émission et qu'il est remercié de la faire. Très bien. Eh bien, nous l'attendrons aussi pour essayer de voir s'il peut nous aider à animer la suivante. On va peut-être donner le numéro de téléphone s'il y a d'autres auditeurs qui veulent donner leur avis là-dessus. 01 43 71 89 40. On vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire et que la fréquence est 89.4. Alors, on change de géant, mais on reste dans le monde des géants. Chet Atkins, pas de dessin. Bon. Évidemment, dans du flat picking, c'est pas un flat picker, mais c'est quand même quelqu'un qui a influencé le style de guitare autant dans le bluegrass que dans la country. Donc on peut pas passer à côté, faire comme s'il n'existait pas. Né en 1924, mort il y a 3 ans, mais en 2001. Il a beaucoup imité au départ Mel Travis, donc c'est normal que je le mette juste après. Vous verrez que c'est assez proche comme style. Et ensuite, il a surtout été, après avoir été un grand musicien dans sa jeunesse, il était un grand producteur. D'ailleurs, on dit que le Nashville Sound, le son de Nashville, c'est lui qui l'a créé pratiquement, quoi. Et qui a fait que cette ville est devenue la capitale de musique que l'on sait. Donc, c'est quand même un petit hommage qu'on va lui rendre. Simplement en écoutant un de ses morceaux de jeunesse, Atkins Galloping on Guitar. Fameux morceau qui a été tellement imité qu'il a passé sa vie, d'ailleurs je crois, à gagner des procès pour récupérer les droits d'auteur. C'était le Bill Gates de l'époque. Il joue très bien, il vit très bien, il a 80 ans aujourd'hui. Et alors, il a été aussi l'auteur d'un deuxième morceau qui a été très copié, il faut pas l'oublier, c'est Folding Banjo, qui est le fameux Délivrance. Et c'est lui qui l'a joué en premier, qui l'a composé. Et quand ça a été repris dans le film, on a oublié de le citer, donc il a fait aussi la même chose que pour Guitar Boogie, de nouveaux procès. Et ça lui a permis d'assurer ses vieux jours, parce qu'au fond, quand on a composé un bon morceau, ça mérite quand même salaire. Bon. Voilà qui est rétabli. Je m'excuse, alors on va peut-être revenir à... Chet Atkins, c'est moi. Il y a d'autres remarques de la... Oui, je remercie notre invité, Jacqueline, qui devait venir, qui s'excuse, pas de problème, on remettra ça la prochaine fois. Voilà, elle nous signalait juste le prénom de Delmar, qui est Rabonne, mais elle me dit, c'est pas difficile, parce que je suis chez moi, j'ai pu regarder. Oui, et puis mais elle est quand même grande spécialiste, c'est trop modeste. Mais elle arrive après Fred, quand même, qui avait relevé le détail un peu plus vite qu'elle, quoi. Comme elle habite assez loin, ça prouve que l'émission s'entend quand même assez loin, c'est bien, elle n'est pas à Paris, là. On écoute Chet Atkins alors, monsieur Jean-Louis ? Rattrapons. Allons-y, rattrapons l'erreur du technicien animateur. Très bien.
Bon, bah écoute, oui, bon, je sais pas. Moi, je sais pas. Les styles se ressemblent tellement Ouais. à cette époque d'ailleurs qu'il n'y a pas grand mal, mais on espère que leur mémoire ne sera pas ternie par ces multiples errements de Ouais, notre de présentation. toute façon, nous, on rappelle que nous sommes sur une radio associative et que tout le monde est bénévole et que les erreurs arrivent même aux plus grands. Donc, que si vous écoutez souvent, quelquefois les grandes radios périphériques, et quand il y a des erreurs, du coup, ça, on rigole nous aussi. Bon. Alors Jean-Louis, Attends, on a juste reçu un petit coup de fil technique On a reçu un appel de notre auditeur Wilfried, donc il nous précise que la première série de guitares électriques a été vendue aux alentours de 1936. Donc ces guitares étaient des Gibson ES 150 et Charlie Christian jouait sur un modèle de voilà. de Avec un guitare, seul de micro. ces guitares. Un seul micro, je me souviens, puis c'est cette fameuse plaque de plastique noir là qu'on voit sur toutes ces photos et qu'on entend dans ces disques, et que beaucoup essayent de réimiter, parce que c'est une guitare très primaire, mais qui au fond a un son à elle, qui a fait le style de Charlie Christian, qui, je le rappelle, n'a joué que 3 ans. et puis au passage, on peut peut-être citer l'excellent livre de François Charles sur les guitares. Absolument. D'ailleurs, on en parlait. Des petits ennuis avec vos guitares, hein, Jean-Louis, c'est eux qui sont aussi importateurs de guitares, et puis vous réparent Même les ça. gros ennuis. Hein. Même les gros ennuis, surtout, aussi, c'est vrai. Mais bon, les Ouais, petits... en général, il vous la remet, vous la reconnaissez plus. Je vous le dis clairement. C'est pourtant la même, mais. Non, on fait un gros clin d'œil à François et Rosine. François, donc évidemment. Charles, la lutherie Charles, donc c'est vraiment des très bons copains. Galerie Vérododa, Voilà. les après-midi. Jean-Louis, Allez. on continue, allez. Après, Alors, Jimmy Rogers, là aussi, c'est presque un monument. Je devrais respecter 3 minutes de silence, mais Oh, on n'a pas le temps. on fait pas du blanc ici. Né en 1897, carrière très très rapide. On parlait de Charlie Christian, 3 ans. Lui aussi, c'est 3 ans. Hank Williams, c'est 3 ans. Et c'est des types qui, en 3 ans, ont révolutionné le style, ont apporté quelque chose qui est resté. Alors, Jimmy Rogers, alors pourquoi 3 ans? Souvent parce que les morts prématurées, c'est des abus de certaines substances plus ou moins toxiques. Donc, je tairai les noms. Et la vie stressante, bien sûr, des pauvres musiciens. Intermittent du spectacle. Ouais. Carrière rapide, donc il est mort à 36 ans. Il a d'abord été, lui, sa grande caractéristique, il a d'abord été aiguilleur cheminot. Comme vous, hein. Et apparemment, il a attrapé une tuberculose, donc il a été obligé d'arrêter à 27 ans.
Alors il est retourné à Asheville, pas Nashville, Asheville. Il a fait un peu des émissions de radio, il a chanté. Après, il a tourné quelques films. C'est le succès qui hein, Jean-Louis, tu vas devenir célèbre. Non seulement tu joues de la guitare, tu fais des émissions de radio, donc toutes les portes sont ouvertes devant toi. Non, je te laisse. Absolument, tu as raison. Mais bon, il faut savoir se limiter dans la vie. Donc, il a commencé son premier succès. Et là, je pense à mon ami James Field, qui joue beaucoup chez nous, là, qui est un Américain, qui joue à Bluegrass à LGC les samedis avec nous, et qui joue beaucoup de Jimmy Rogers, donc le fameux T for Texas. Bon, justement, on parlait de blues, il a même été jusqu'à enregistrer avec Louis Armstrong et Lil Hardin. Ils étaient à 3 dans 2 ou 3 enregistrements. C'est preuve qu'il y avait une très grande proximité avec le blues noir et le blues blanc. C'est d'ailleurs typiquement le représentant du blues blanc pour nous. Voilà, et il a fait en 1933 sa dernière séance, il est mort peu après. Donc on va écouter un morceau de lui, Jimmy's Texas Blues, puisque c'est le blues du Texas de Jimmy Rogers. Good morning, Captain. Good morning, Shine. Do you need another mule skinner out on your new mud line? I like to work on rolling all the time. I can pop my initials on a mule's behind. Hey, little water boy, bring that water round. If you don't like your job, set that water bucket down. Good roads, $1.50 a day. My good gal's waiting on Saturday night just to draw my pay. If you ain't got a damper, good gal, turn your bread around. De-yodelay, de-yodelay, de-yodelay. Radio Libertaire 89.4. C'est vrai que ça fait toujours un peu sourire quand même cette façon de chanter, mais bon, c'est assez agréable aussi quand même. Oui, en même temps, je trouve qu'il y a une pureté de voix. Et il joue tout seul. Hein. Il fallait un certain courage. C'est pas comme Brassens, mais c'est le Brassens de l'époque. Mm-hmm. Mais il joue de la guitare, il joue très bien. Vous pouvez écouter. Ça a été repris et imité. Et en plus, effectivement, il pratique. C'est le yodel du cowboy, yodeling cowboy. C'est lui qui a inventé à la fois ce qu'on a entendu à la guitare et le chant. Donc c'est un des piliers du Hall of Fame de la musique country avec Hank Williams. Oui, il a inventé ça au début du XXe siècle, mais oui. En fait, dans les films ou dans les bandes dessinées, dans les dessins animés, c'est un peu ce qui a été caricaturé.
tout à fait. Alors qu'en fait, c'est les cow-boys dans la grande émigration ou la conquête de l'Ouest, c'était pas une pratique courante, c'était pas une façon de chanter traditionnelle. Je sais pas si c'était pas une forme de cri au départ pour attirer les bêtes, parce que les cow-boys ils gardaient quand même des vaches, faut pas oublier, faut les faire rentrer le soir, hein. Enfin au moins les rassembler. Donc il y a peut-être des choses comme ça qui sont développées, qui étaient des cris, qui sont devenus ensuite des chants. Oui, puis oui, effectivement, ça peut donner l'idée à Jimmy Rogers d'inventer cette façon de chanter. Alors, il l'a inventé, j'allais dire en copropriété, avec Hank Williams, mais on n'écoutera pas Hank Williams dans cette émission parce qu'Hank Williams, lui, ne joue pas de guitare. C'est l'inventeur de la musique country, il chante, un peu dans ce style-là, mais enfin, il jouait un peu, oui, si, il jouait de la guitare, mais pas suffisamment bien pour être dans cette émission. Pas au besoin. Non, il n'a pas créé un style de guitare comme Jimmy Rogers. Voilà. Parce qu'il y a aussi des disques. On va continuer un petit peu tranquillement notre route en changeant cette fois de style, en dérivant un peu vers la gauche, en descendant le Mississippi. On va passer chez Bob Wills. Bob Wills, qui est l'inventeur, lui, du Western Swing, et inventeur et promoteur qui a joué que du Western Swing pendant bientôt 50 ans. Enfin, il est décédé maintenant. Mais il a laissé avec lui toute une lignée de musiciens. Alors là, on parlait du jazz. J'ai pris Eldon Shamblin, qui est le plus connu de ses accompagnateurs, qui a vraiment créé le Western Swing de guitare, c'est-à-dire qu'il faisait que de l'accompagnement, et avec des accords, comment dire maintenant, manouche, ou un peu style Django, mais avec guitare électrique. Eldon Shamblin, c'est un des pionniers aussi de la guitare électrique, donc influence directe du jazz. Il est mort en 98, donc c'est encore quelqu'un qui a vécu assez longtemps, donc comme quoi la guitare conserve, pourvu qu'on n'abuse pas des substances dont je parlais précédemment. Suite au prochain épisode. Non, juste, c'est pas une question subtile j'ai dans l'image ces grosses jumbo guitares qu'on appelle guitare country avec une caisse de résonateur. C'est typiquement de ça qui jouait ou... Il y avait ce genre de guitare électrique, hein. Oui. Oui. Dans le Western Swing, oui, tout à fait. C'est ce style-là, avec les grosses guitares, avec grosses caisses, 3 micros, etc. Donc on peut écouter, si vous voulez. Alors cette fois, c'est Free Guitar Special. Je ne sais pas qui est le troisième. Je vois qu'il y a Bob Wills qui était violoniste. Il doit y avoir Shambling et 2 autres guitaristes, mais je n'ai pas les noms. Mais, bon. Oui, ça veut dire que les renseignements sur les pochettes, des fois, étaient assez succincts quand même. Et puis, oui, c'est peut-être pas nécessaire de les connaître. Non plus. Ok. Yes, well, all right. All together now. Right. Hallelujah. Here's them 3 boys, Eldon, Herbie, Tiny. Come out together, yes, sir.
Sacré Bob Wills. Alors oui, disons il y a les 3 accords là qui est un pim pim tin tin. C'est quoi ça au milieu là? Bah ouais. Bah, écoute, à l'époque il devait pas connaître parce que le rock n'avait pas été inventé, donc Bob Wills il innovait. Hein. Ouais, alors il y a Elvis Presley qui a écouté ça et puis qui s'est dit non, bah, c'est comme quoi tout. Mon ami, il n'était pas encore né à ce moment-là. Enfin, il a pu l'écouter après. Oui. Voilà, mais puis vous avez entendu les gigoteries là autour de Bob Wills. Il y a toujours une nana qui crie sa douleur ou sa joie, suivant le cas, et qui lui manifeste bruyamment par-dessus la musique. Vas-y, petit gars, tout. C'est assez... Bon, c'était pour montrer ce style assez particulier. C'est pas non plus du bluegrass vraiment, mais c'est ce qui a donné un peu naissance à certains styles de guitare. Et le western swing en ce moment, il y a pas mal de gens qui en jouent et qui... Moi, j'ai d'excellents souvenirs de monsieur Tim O'Brien, oui, avec son Red Knuckles and Trailblazers de l'époque. Les fameux concerts, ils faisaient Hot Rice, c'était du bluegrass pur et dur en première partie, puis ils allaient en scène, en coulisses, ils revenaient complètement avec les trafiqués et tout ça, c'était assez génial à l'époque. C'est dommage quoi. Ben voilà, j'ai tout compris. Eh ben écoute, on va te laisser souffler un tout petit peu, mon cher Jean-Louis, si tu veux, hein, fumer un petit joint, si tu veux, parce que tu nous as dit que les substances t'as amené toute ta petite cassette et tout, donc il va nous revenir complètement déchiqueté tout à l'heure, déchiré. Non, ça va. Bon, ça va. Voilà. Ça va. Donc on va faire un petit break d'un folk, si tu veux bien, et puis on va donc laisser Geneviève et puis Florence s'exécuter sur les infolk aujourd'hui, si elles ont quelque chose. On parlera du cri du coyote après, puisque il y a une revue qui vient d'arriver, le Trad Mag. Donc notre ami Stéphane qui est venu me relayer à la technique va pouvoir lancer le disque de Skolvan, qui va être... Oui. Monsieur Thierry Loyer qui édite cette revue, je viens de la découvrir là et j'aimerais que monsieur Wilfried m'en parle un jour. Entendu. Donc on écoute un petit peu Skolvan et puis les infolk avec Florence et Geneviève dans quelques secondes. Voilà, donc Skolvan en fond sonore, et je vois d'où est ça, mais l'oreille qui nous emmène direction l'est des États-Unis. On va retrouver notre ami Jean-Louis qui a concocté une petite partie encore, et puis pour finir l'émission, je vous avais promis, on écoutera ceux qui ont fait les couvertures de Trad Mag ces derniers numéros. Donc on écoutera Didier Laloy, Nolwenn Corwell, et puis voilà, Skolvan toujours et encore. Alors Jean-Louis, là tu as eu le temps de potasser et de lire Trad Mag. Alors écoute, je t'invite, je te propose de lire cette petite chronique de Jimmie Rodgers, ça tombe à point. Effectivement, c'était ma grande surprise en feuilletant les revues que distraitement tu laissais traîner sur la table. À la bonne page en plus. Ma curiosité m'a attiré vers cette page et je vois effectivement cette chronique. Ce disque, oui, c'est un disque de Jimmie Rodgers. Alors je lis à peu près ce qui est écrit, ça me paraît tout à fait tellement juste qu'après j'ai regardé la signature, j'ai tout compris. Disparu depuis 70 ans, il fascine toujours autant. En plus ça rime, hein. La preuve n'est que dans ce CD il y a 25 artistes. Ah oui, c'est pas des originaux, ce sont des artistes des années 40 qui ont repris les titres de Jimmie Rodgers. Voilà. Pourquoi cet engouement? Alors l'auteur pense que qu'il était très en avance sur son époque. Je crois que c'est à peu près ce qu'on avait vu nous aussi. D'autres raisons, les thèmes continuent à nous interpeller, l'amour, le bon temps avec insouciance et drôlerie qui ne se sont jamais démodés, c'est évident. Il est bien sûr que les chanteurs country se retrouvent plus dans Jimmie Rodgers que dans la Carter Family. Là, je pense qu'il faut voir. Un peu vite, le débat est ouvert, oui, ça y est. Je m'attendais à ça, tu vois. À mon avis, il se retrouve autant dans l'un que dans l'autre. Bon. Ce disque est excellent et montre qu'on peut s'inspirer sans plagier. Alors voilà. Et c'est monsieur Claude Vu qui a écrit ça, notre ami de Rouen, que l'on salue d'ici. C'était simplement, voilà, bien sûr, pour dire que dans Trad Mag, il y a pas mal de musiques qui sont évoquées, pratiquement toutes, et qu'au milieu, eh bien, il y a
petite actualité, la Gazette d'Outre-Atlantique, qui est maintenant tenue par Jean-Pierre Bruno. Et donc là, vous avez les rencontres Cajun d'été dans les Cévennes, il y a News from the Bayou, et puis donc chronique feuille acadienne cette fois-ci, et donc de la country, du bluegrass, entre autres. Hein, voilà. Merci à Claude Vu, qui est un flat picker renommé aussi dans notre pays, que nous connaissons bien et qui, j'espère, peut nous écouter, mais j'en suis pas sûr. Et puis tous ceux qui se passionnent pour les musiques traditionnelles et qui les défendent haut et fort, parce que je crois qu'il il faut vraiment, va falloir vraiment se soutenir, parce que les temps malheureusement comme on disait, l'intermittence du spectacle en musique traditionnelle risque de en laisser des traces, malheureusement. Donc les revues comme Musique Bretonne, Le Cri du Coyote, AEGC Bluegrass et puis Trad Magazine, sont là pour ceux qui diffusent. Jean-Louis, on passe dans quelques petits morceaux et puis donc voilà. J'ai pour clôturer cette émission, sachant qu'on va arriver au contemporain très bientôt, je voulais vous passer deux morceaux, trois disons. Allez, pour finir. Ça y est, il grappille. Non, finir sur Doc Watson, je peux pas. Ouais, bien sûr. Pour finir sur Doc Watson, on peut pas le laisser comme ça de côté, comme si il n'existait pas quand même. Alors on va passer. Oui. Numéro 16 pour la technique, pour Stéphane. Bon, d'accord. À George Scheffler. Alors, George Scheffler, c'est un homme qui vit toujours, lui aussi, qui a inventé un style, et vous allez l'entendre là, qui s'appelle le cross-picking. Inventé, il l'a exploité et développé. On pourrait presque lui donner son nom à ce style-là. George Scheffler, c'est un guitariste particulier, c'est le guitariste des Stanley Brothers. Les frères Stanley, qui s'appelaient Carter et Ralph. Et Ralph Stanley, voilà, exactement. Alors, tu vois, je suis quand même. Oui, très bien, bravo. Merci. Comme ça, on évitera de se renseigner auprès du téléphone. Du téléphone, voilà. Ils n'ont pas besoin. Ils vont économiser des appels. Bon. Il est né en 1925. Il a joué donc avec les Stanley pratiquement depuis l'origine. Il les a quittés depuis. D'ailleurs, un des deux est mort, donc il reste plus que Ralph. Et il a inventé ce style que vous allez entendre tout à l'heure, qu'il appelle cross-picking, qui consiste à jouer de corde en corde, un peu de croisé, arpège avec un médiator, ce qui rend le style très très difficile, mais avec la régularité qu'il obtient lui et qu'il est un des rares à obtenir, on arrive à faire de la très très belle musique, très relaxante, je trouve. C'est du très beau style. T'aimes beaucoup, quoi. Il a fait, mais je crois que je suis pas le seul. D'ailleurs, mon ami Jean Barbie, qui doit venir, c'est aussi un spécialiste et un grand admirateur de George Scheffler. C'est pour ça que je lui dédie aussi ce disque. Entendu. Et on va écouter ce fameux morceau Alors, il a réédité ça il y a peu de temps, avec son collègue David Allen Shelton, qui est aussi son successeur avec les Stanley Brothers à l'époque, et ils ont fait un disque ensemble qui s'appelle Cross-Picking. Et dedans, il y a cette fameuse chanson Will You Miss Me, qu'on va entendre maintenant.